Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Aux Éditions du Temps. Pourquoi les Français n'aiment pas les Anglais, et réciproquement. À Juliette. Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. Jean-Paul Sartre. La chute. C'est vrai que j'ai eu mal, très mal même. Partout. La tête d'abord sur laquelle ils ont tiré si fort. Puis les bras, les poumons, le bassin, enfin partout quoi. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont venus me chercher. J'étais bien, j'étais heureux baignant dans la quiétude et l'insouciance de la chaleur environnante. Les promenades et les déplacements quotidiens me berçaient, les bruits et les sons extérieurs me parvenaient de très loin comme assourdis, presque adoucis. Ils m'ont fait sortir parce qu'il était temps ou peut-être pour voir du monde sans doute. Déjà ça commence. Dès le début j'ai eu mal, et froid aussi. Je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, et pour être tout à fait honnête, je m'en souviens même très mal. Il me revient juste, de temps à autre quelques réminiscences d'un sentiment étrange éprouvé alors pour la première fois. Une sorte de malaise, le commencement du mal-être. Tout alors s'est enchaîné, la douleur, la lumière, le froid, le bruit, les cris des gens masqués et gantés autour de moi. Alors j'ai eu un petit peu peur, je l'avoue, et j'ai pleuré. Il m'a fallu un certain temps pour surmonter cette épreuve, mais entre nous, je ne m'en suis jamais totalement remis. Maintenant, je me suis habitué au bruit autour de moi, il me rassure, parfois même il me berce et m'accompagne vers un sommeil qui m'effraie encore beaucoup. La lumière est devenue plus douce à mesure que mes yeux se sont habitués et ouverts, et je n'ai plus froid du tout. Je suis presque bien la plupart du temps. Presque tout le temps, parce qu'il arrive encore que régulièrement quelque chose, le même sentiment que celui ressenti à mon premier jour, m'envahisse et prenne possession de mon petit être. Une sensation d'extrême et de subite anxiété, comme une angoisse mais plus diffuse, moins intense, plus sournoise. Je crois en fait qu'à ces moments-là, entre chien et loup, je ressens une forme de vide en moi, un grand manque, la nostalgie d'un ailleurs dont je n'ai plus souvenir. Cette sensation me rend sourd et aveugle, elle me domine totalement et le fait d'être seul ou avec les miens ne change rien. Alors plus rien ne compte. Il me faut simplement m'armer de patience et résister. Résister jusqu'à ce que cette chose qui secoue et contracte tout mon petit corps, de mon bidon jusqu'à mon âme, s'estompe et disparaisse complètement. La première fois, je l'avoue, j'ai vraiment paniqué, j'ai hurlé, j'ai pleuré parce que je ne savais pas quoi faire. Tout cela m'était inconnu. J'étais seule dans l'obscurité à lutter, à faire face à mon angoisse. Maintenant, je ne dirais pas que je m'y suis habituée, mais je commence à apprendre à vivre avec, à m'en accommoder. Quelque chose me dit d'ailleurs que l'on va sûrement faire un bon bout de chemin ensemble, ma douleur et moi, alors je n'ai pas non plus tellement le choix. Le reste du temps je vis bien, j'oublie la compagne de ces tristes moments et même si au dire de certains je pleure encore beaucoup, moi je sais bien que cela n'a rien à voir, ce n'est pas pareil du tout. Simplement, il m'arrive parfois d'avoir faim ou soif, d'être quelque peu à l'étroit, mal dans mes vêtements ou dans ma peau. J'ai également souvenir d'une fois où mes gencives m'avaient atrocement fait souffrir. Et à ce moment-là, je puis vous affirmer que mes cris n'avaient strictement rien à voir avec la longue plainte qui secoue mon petit être certains soirs. J'essaie de leur dire, d'exprimer du mieux que je peux cette angoisse, mais ils entendent sans comprendre, ils regardent sans voir. Ils ne devinent pas, ils ne se souviennent pas, alors le plus souvent ils chantent. Pour me bercer, pour m'apaiser. J'aime bien ces moments-là, je les écoute chuchoter des chants doux comme un murmure, fragiles comme un secret. Certaines de leurs comptines me ressemblent déjà tellement, à la fois sombres et douces, tristes mais emplies d'espoir. Pendant un court instant je redeviens calme, presque serein et m'abandonne enfin au sommeil, un peu comme on rejoindrait une cabane au fond des bois, pour y trouver refuge tout en laissant au dehors les spectres du crépuscule naissant. Dimanche soir. J'ai 8 ans maintenant. Quelques années ont passé, et j'ai bien grandi depuis la dernière fois. Les gens disent de moi que je suis un petit garçon pas très raisonnable, mais plutôt mûr pour son âge. À l'école, j'ai 3 bons copains et à nous 4, rien ne nous résiste. Ni les maîtresses, ni les grands de CM2, pas plus les gars des autres classes que les filles dans la cour. Enfin quand je dis les filles ce n'est pas tout à fait vrai, j'en rajoute un peu. Il est toujours tentant d'embellir un peu la vérité,
lorsque l'on raconte une histoire. En fait, les filles on les aime bien. On les embête un peu mais c'est pour leur montrer que l'on tient à elles, même d'une manière fruste et maladroite. Moi, mon amoureuse, elle s'appelle Julie. Elle est très belle. Elle a les yeux d'un bleu très clair, presque gris et porte souvent une queue de cheval. Elle utilise tout le temps un élastique bleu ciel pour nouer ses cheveux. Il est assorti à ses yeux en plus. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai offert cet élastique quand elle m'a dit qu'elle voulait bien être mon amoureuse, surtout si j'arrêtais de trop l'embêter dans la cour, et si j'acceptais de l'attraper elle en premier lorsque l'on jouerait au loup glacé. Moi j'avais accepté aussitôt. J'étais tellement content que pour être honnête, j'aurais dit oui à toutes ces conditions. L'autre fois, on est allé à la piscine et on s'est embrassé. Sur la bouche mais sous l'eau. On voulait bien s'embrasser mais on avait un peu peur. C'était assez bizarre comme sentiment, presque gênant. Mais tellement excitant. Sans aucune raison apparente et de façon assez inexplicable, on avait également un peu honte. On se sentait presque coupable aux yeux des autres baigneurs. Alors on l'a fait sous l'eau, les yeux fermés certes mais 2 fois. C'était extra, vraiment génial. Ce n'était rien que 2 petits bisous sur la bouche, des baisers humides et chlorés, du bout des lèvres, les yeux fermés et sans respirer, mais c'était vraiment trop bien. D'ailleurs j'y ai repensé tous les soirs pendant longtemps après. On est sorti de l'eau juste après. On avait un peu froid et l'on se sentait encore gêné. On avait pris des cabines mitoyennes pour s'habiller. Mais quand on s'est changé, on n'a pas parlé. Chacun de nous est resté silencieux. Une fois dehors, encore troublé par ce premier contact charnel, on a attendu que sa maman vienne la chercher. On est resté là plusieurs minutes, heureux et gênés, sans mot dire. Puis elle est partie souriant timidement. Moi j'ai pris mon vélo, et pour rentrer à la maison, je pouvais presque voler. Je suis bien content qu'elle soit là Julie, elle m'avait tellement manqué. On se connaît depuis la petite enfance mais il y a 2 ans, son père avait trouvé un autre travail, ailleurs, très loin, et tout le monde était parti. C'était en juin, à la fin de l'année scolaire. Je me souviens très bien de la tristesse ressentie ce jour-là. Au milieu de la cohue et de l'effervescence de fin d'année, on s'était dit au revoir presque sans parler. À cet âge-là, il est difficile de mettre un nom sur ce que l'on ressent et encore plus difficile d'exprimer ses sentiments. Elle était très triste. Elle avait pleuré et moi aussi mais pas devant elle, pas devant les copains, trop d'orgueil et de fierté mal placés pour montrer mon émotion. Je n'attends que de la revoir, parce que je sais au fond de moi qu'elle va revenir. Je ne le dis à personne, je ne mets pas vraiment de nom sur mon émoi, même si je crois que c'est sincèrement de l'amour, c'est si fort en dedans. Je ne doute pas. Je vis dans l'instant et cet instant me fait souffrir. Elle me manque, c'est tout ce qui m'importe. Elle me manque terriblement. Je ne comprends pas tout ce qui se passe en moi, je suis encore petit mais même si à 8 ans on ne connaît rien à l'amour, on possède néanmoins un avantage sur les grands, on croit au rêve et à la magie sous toutes ses formes. Alors moi je me répète qu'elle va revenir, si la première voiture que je vois en sortant de l'école est rouge. Si j'arrive à nager sous l'eau toute la largeur de la piscine sans respirer. Si quand j'allume la télé c'est une fille que je vois en premier. Si j'arrive à toucher du premier coup la poubelle du parc là-bas avec cette pierre. Si en ouvrant le dictionnaire, le premier mot choisi avec mon doigt est féminin. Je fais des vœux magiques tout le temps, tous les jours, il n'y a presque plus que cela qui compte. Si je réussis, elle revient, si je rate, elle ne revient pas. Souvent je réussis, alors je suis un peu inquiet, mais pas trop. Et puis cette année, je l'ai retrouvée. Il paraît que c'est parce que ses parents ont divorcé. En tout cas, c'est ce qui se dit, mais moi je sais bien pourquoi elle est revenue. Alors je suis à nouveau heureux parce qu'elle est là, près de moi. Presque tout le temps, en tout cas. Car si mes vœux magiques sont assez puissants pour faire réapparaître ma Julie, ils n'ont pas réussi à me rendre totalement insouciant, ni à faire disparaître toutes les traces et manifestations de mon angoisse récurrente. Et puis, il y a aussi les dimanches. Je déteste les dimanches soirs en particulier. Dès le matin, la journée démarre mal. Il faut se lever de bonne heure, faire 1h30 de voiture sur une route étroite et sinueuse, avec mon père qui fume et l'odeur nauséabonde de la cigarette qui le dispute au parfum de plastique neuf d'une voiture qui ne l'est plus du tout. Je sens la nausée qui me guette et qui me fait de l'œil.
J'ai peur de vomir à chaque virage, à chaque coup de frein. Une fois toute la famille arrivée chez ma grand-mère, un seul mot d'ordre, interdiction. On ne peut rien faire. Faut pas parler, laisse les grands discuter entre eux, faut pas regarder la télé, ça rend idiot, faut pas faire de bruit, on s'entend plus parler, faut pas aller jouer dehors, où veux-tu aller traîner? Faut pas jouer dedans, mais va donc jouer dehors. Puis on repart. À nouveau 1h30 d'intoxication tabagique passive sur un habillage sonore signé Mireille Mathieu. Mireille Maqueux, je l'appelle tout haut pour détendre l'atmosphère et accessoirement les doigts de mon père sur ma joue. 1h30 à se demander si parmi tous les mecs qui dessinent les routes y en a pas un qui sache tracer une ligne droite. Il ne devait vraiment pas être bon à l'école. D'ailleurs c'est peut-être là que finissent tous les cancres au pont et chaussée. C'est peut-être également là que je finirai. En tout cas moi, si un jour je dessine ou si je construis des routes, elles seront toutes droites, c'est promis, juré, craché, vomi. Oups. Désolé. Le bain. Le dîner. J'ai rarement faim. Des fois je prends juste un bol de chocolat chaud ou une tartine de pain avec un morceau de fromage. Car la nausée a fait place à une autre contraction. Dès la tombée du jour. Tous les dimanches soirs, j'essaie de la masquer, de l'ignorer, de faire comme si elle n'était pas là. Mais je reste et demeure un très mauvais acteur avec un piètre mental et elle a tôt fait de prendre le dessus, de gagner mon corps et de dévorer mon esprit tout entier. Il n'y a guère dans ces moments-là qu'un seul antalgique qui fasse un petit peu effet, la télé. Non pas pour le divertissement culturel ou l'évasion qu'elle propose, Benny Hill ne m'a jamais autant fait rire qu'il m'a navré, mais elle a le mérite de différer l'échéance, de repousser la sentence, l'heure d'aller au lit et de se retrouver seul dans le noir. Les autres soirs aussi je vais au lit, bien sûr, mais les dimanches sont différents, toujours plus inquiétants. Peut-être est-ce parce que je suis née un dimanche, ou parce qu'il y a école le lendemain, ou bien simplement parce que la semaine je n'ai pas le temps d'y penser et de l'écouter. Je l'ai senti monter tout au long de la journée, mais c'est vraiment pire le soir. Une sorte d'angoisse. La fin du week-end, la fin du repos et de l'insouciance. Demain il faudra repartir, reprendre le rythme effréné, retrouver la pression, les devoirs et toutes les contraintes qui jalonnent la vie des enfants comme celle des grands. C'est cela qui m'inquiète également. Allez, Benny Hill est fini, au lit. Non, après la pub s'il te plaît. Une peur aussi. La pub est finie, au lit, demain y a école. Attends, je regarde juste la bande-annonce du film. Plus qu'une appréhension. Au lit. Comme si j'étais fatiguée. Comme s'il suffisait d'aller au lit et de s'allonger pour pouvoir dormir. Je me tourne sur le côté, et serre mes genoux contre ma poitrine. J'ai pas sommeil. Je suis mal. J'ai peur et j'ai des nœuds plein le ventre. Je me prépare à une nouvelle nuit sans sommeil, une nuit de lutte, à épier le moindre bruit, à souffrir 1000 morts avant d'entrevoir enfin un matin qui me semble pour l'instant presque inaccessible. Saleté de trucs. Saleté de dimanche soir. Colonie. C'était la première fois que je partais vraiment je veux dire. Loin et pour longtemps. Les jours qui précédèrent ce départ furent quelque peu erratiques, et empreints d'une effervescence inhabituelle et quasi permanente. Je ressentais aussi, il faut bien le reconnaître, une pointe d'appréhension. Tout de même. Alors on s'occupe, on prépare, on fait la valise puis on la redéfait parce qu'elle ne ferme pas ou parce que tout ne tient pas dedans. On achète les 2 ou 3 choses qui manquent pour compléter la liste et le trousseau envoyé par l'organisme. L'avantage quand on s'occupe de la sorte, c'est que l'on relègue très loin l'omniprésente anxiété inhérente à chaque départ. On voit moins le temps passer. Inconsciemment on pourrait presque dire que l'on possède une certaine maîtrise du temps. Enfin c'est mon cas. Je ressens en moi une bien meilleure imperméabilité aux heures qui défilent, et aux questions qui m'assaillent quotidiennement. Dans ma valise, j'ai également rajouté plusieurs paquets de bonbons, principalement des fraises Tagada et des crocodiles multicolores, mes préférés. Ils n'étaient pas sur la liste, mais il convient de parer à toute éventualité, alors en cas de coup dur qui ne manqueront sûrement pas de se produire, j'ai ce qu'il me faut. Je suis prêt. Maintenant il me tarde vraiment de partir, j'ai hâte d'être au jour J et en même temps je le redoute un peu. Dans ma courte vie, je suis souvent passé à côté de choses importantes et dont je me réjouissais à l'avance, un anniversaire, un tournoi de rugby ou une fête foraine pour cause de maladie, de punition ou autre.
Alors cela m'a servi de leçon, et maintenant je me méfie toujours un peu. Aussi ne suis-je pas surpris de cette légère appréhension, diffuse mais grandissante, qui se saisit de moi à l'approche de la séparation. Toujours cette peur de la tuile, d'un empêchement de dernière minute. On en deviendrait presque superstitieux. Puis, arrive enfin la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.